La parthénogenèse. Il y a parthénogenèse quand un œuf vierge se développe en l'absence de fécondation. Il s'agit d'une forme répandue et efficace. Les formes parthénogénétiques sont prolifiques et colonisent activement leur niche écologique. Il existe différentes modalités. La parthénogenèse accidentelle. La fécondation est la norme, mais la parthénogenèse s'observe pour un nombre limité d'ovules. La parthénogenèse télitoque n'engendre que des individus femelles. Comme exemple, les femelles qui ont un génotype de type 2A XX diploïde, les ovules qui subissent la parthénogenèse n'engendrent que des individus femelles. L'ovule est haploïde, mais la diploïdie est restaurée par fusion du génome de l'ovule et du premier globule polaire, par des mitoses à anaphase bloquée au cours de la segmentation. La parthénogenèse engendre donc que des femelles. La parthénogenèse deutérotoque. Elle a été rapportée chez divers lépidoptères, papillons. Par exemple, chez Bombyx mori, Bombyx du mûrier, arbre dont la chenille est le ver à soie. La parthénogenèse engendre des mâles et des femelles. La parthénogenèse arénotoque. Il s'agit de la parthénogenèse la plus fréquente. Elle est retrouvée chez les hyménoptères, coléoptères, homoptères, pucerons, cigales qui appartiennent aux hémiptères. Tisanoptères. La parthénogenèse n'engendre que des mâles. L'exemple de l'abeille. Les mâles de l'abeille sont appelés faux bourdons. Le bourdon n'est pas le mâle de l'abeille. Les ouvrières sont toutes des abeilles femelles. Pour obtenir une ouvrière ou une reine, cela dérive d'une différence de nutrition. La reine s'accouple à l'occasion d'un vol nuptial avec différents mâles. Elle emmagasine des spermatozoïdes à l'intérieur d'elle. Ils lui serviront à féconder ses ovocytes. Chez l'abeille, il y a la spermathèque avec un sphincter qui contrôle la libération des spermatozoïdes. Si la ponte est réalisée dans une alvéole de grande taille, on aura un œuf non fécondé, un développement du mâle, qui donne un faux bourdon. Si la ponte est réalisée dans une alvéole de petite taille, on aura un œuf fécondé, développement d'une femelle, ouvrière ou reine selon la nutrition qui lui est apportée. Quand la reine est en fin de vie, elle n'a plus de spermatozoïdes. Elle ne pourra donc plus pondre que des œufs qui engendreront que des mâles. Ruche bourdonneuse avec uniquement des mâles. La parthénogenèse régulière. Très souvent, dans le cycle annuel de l'espèce, on observe un certain nombre de générations parthénogénétiques et apparaît une génération bisexuée, ou encore de parthénogenèse cyclique ou saisonnière. Elle est rythmée par des facteurs climatiques. L'exemple numéro 1 est les hyménoptères cynipides gallicoles. Les femelles pondent dans les tissus de végétaux, ce qui occasionne une gale dans laquelle les larves se développent à l'issue de la ponte. Chez le genre Neruoterus, la gale est sous la forme de lentilles, lenticulaires ou sous la forme de groseilles, avec un aspect rond. Il y a une première forme d'individu, Neuroterus, qui est Baccharum, qui apparaît en juin. Dans cette génération, il existe des individus sexués mâles et des individus sexués de deux types. Ils vont se reproduire ensemble. Le S femelle pondent leurs œufs diploïdes au niveau des feuilles de chêne et on a la formation de la gale ou les larves qui vont se développer. Les deux types de femelles pondent deux types d'œufs
deux types d'œufs différents. Les feuilles de chêne à l'automne vont tomber et se retrouvent sur la litière. En mars-avril émerge de ces galles une deuxième forme de Neurotherus, l'Anticularis. Émerge de galles lenticulaires. Les individus émergent de ces galles sont uniquement des individus femelles parthénogénétiques, donc sans fécondation de leurs ovocytes. Elles sont de deux types. Androphores, qui donnent naissance à des mâles, et gynophores, qui donnent naissance à des femelles. La ponte de ces œufs se fait en mars ou en avril sur les chatons et donne des galles de forme de groseille en juin en sorte de génération Baccharum. L'exemple 2 est les aphidiens. Hémiptère, homoptère. Aphidé, qui correspond au puceron. L'aphis phagie, le puceron du hêtre. Le cycle annuel du puceron du hêtre. La femelle fondatrice, première qui apparaît, est une femelle aptère, sans ailes, qui est parthénogénétique. Pas de fécondation d'ovules. Et Télétoque, vivipare, diploïde. Cette femelle fondatrice met bas des femelles par viviparité et qui sont capables de se reproduire par parthénogénèse. Elles peuvent donc donner un certain nombre de générations. Deux choses peuvent modifier ce processus. La condition du surpeuplement, avec un changement de phénotype par un phénotype ailé. La femelle possédant des ailes est appelée la femelle migrante. Elle pourra voler pour aller coloniser une autre plante. En termes de reproduction, elle est toujours pareille qu'avant. Survient à l'automne, lorsque la photophase diminue, les jours sont plus courts. À l'issue d'un processus de parthénogénèse, apparaît des femelles sexupares ayant des ailes. On a donc formation d'un individu sexué qui vont produire des gamètes sexués plus des spermatozoïdes, avec fécondation pour aboutir à l'œuf d'hiver qui est diploïde et qui va pouvoir passer par la mauvaise saison pour donner au printemps une nouvelle femelle fondatrice. Les individus sexués, on aura une femelle ovipare, diploïde avec 2 A, XX. Les mâles, quant à eux, sont un double lot d'autosomes, mais n'auront plus qu'un seul X. Ils vont perdre un X. Les femelles sont aptères alors que les mâles sont ailés. En termes de gamètes, ils produisent tous les deux des gamètes haploïdes. On représente en ordonnée le pourcentage d'individus gynopares et mâles et en abscisse la photophase. Pour obtenir une modification de la courbe, il faut que la durée d'éclairement diminue et soit inférieure à 12 heures. Si on observe une température différente, un peu plus basse, la courbe est décalée. On aura donc des individus gynopares et des mâles qui seront encore supérieurs à 12 heures. La température et l'éclairement interviennent dans le changement de cycle annuel du puceron. Cette modification de la durée de l'éclairement, donc la diminution de la photophase, joue un rôle sur l'hormone juvénile, la JH. Elle est élaborée au niveau d'une région du cerveau, corps alate. Cette hormone juvénile, JH, fait partie des sesquiterpénoïdes. On mesure la biosynthèse de l'hormone juvénile en conditions de jours longs et de jours courts. Quand on passe en jours courts, on diminue la synthèse de l'hormone juvénile. Une expérience de co-culture où on prélève des organes que l'on va cultiver in vitro de corps cardiaques alates prélevés sur des individus placés en jours longs avec un lobe optique plus GG sous-œsophagien, midbrain, MBR, tous deux prélevés en jours courts. Il y a 3 situations. P-. Pas de co-culture
avec quelque chose, corrélate et cardiaque dans le milieu de culture, biosynthèse élevée d'hormones juvéniles. Statistiquement pas différent, avec le midbrain, synthèse beaucoup plus basse. En jour court, on modifie quelque chose dans le midbrain, ce qui influe le corps alate et cardiaque, ce qui induit une inhibition de la biosynthèse de GH. On peut utiliser un antagoniste de la GH, précocène 1, si on traite des pucerons avec du précocène, on entraîne l'apparition de femelles ovipares. Et cela même lorsque l'on est en période de jour long. On voit donc apparaître des individus ovipares. Apparition d'ovipares même en jour long. En termes de génotype, les mâles perdent un chromosome X lors de l'union de la division. Lors de l'unique division. Cet événement est lié à l'hormone juvénile, avec un taux faible. Si on est dans des conditions où le taux de JH est élevé, les individus gardent ce chromosome X et deviennent des femelles. L'exemple des phylloxéridés. Phylloxéra, c'est un parasite des feuilles de vigne. Le cycle annuel des phylloxéra, la femelle fondatrice évolue en passant par des différents stades larvaires. Elle donne une femelle adulte gallicole, pond ses œufs dans la feuille de vigne, donnant suite à des galles. Ces œufs vont naître de nouvelles larves d'individus gallicoles, qui vont pouvoir recommencer le cycle. Ces larves vivent une vie épigée dans l'environnement aérien. Elles pourront entrer dans la terre, hypogée. À l'approche de la mauvaise saison, on a la présence d'individus hibernants donnant naissance à une pré-nymphe et une nymphe qui va repasser dans le milieu épigé pour donner naissance à des individus sexupares. Parmi ces sexupares, on a uniquement des femelles qui vont pondre des œufs à l'origine, l'œuf à l'origine de l'œuf d'hiver. Le mécanisme de la parthénogénèse. Le développement d'un individu à partir d'une gamète femelle, mais dans tous les cas, il faut une activation de l'œuf. Pour déclencher l'activation de l'œuf, il peut y avoir un stress mécanique qui survient lors de l'ovulation ou lors de la ponte. Le stress mécanique pendant l'ovulation ou la ponte. Les femelles possèdent un ovipositeur qui est introduit dans le milieu où la femelle veut pondre. Le diamètre de l'ovipositeur est égal à 1/3 de celui de l'œuf. Une expérience. Prélèvement d'ovocytes dans les ovarioles, aspirés avec capillaire. 70% des ovocytes s'activent et on obtient donc des mâles. Chez Bracon et Bétor, pression de l'ovocyte pendant l'oviposition. Cette pression déplace le noyau, ce qui permet le redémarrage de la méiose de l'ovocyte. Ces déformations mécaniques devraient engendrer une augmentation de calcium intra-ovocytaire, soit de façon directe, via un canal cationique membranaire, un flux de calcium, soit de façon indirecte, phospholipase C, mécanosensible, production d'IP3, libération de calcium à partir du réticulum endoplasmique. Les changements de l'environnement ionique. Chez les crevettes, les œufs non fécondés peuvent être activés par le Mg2+, de l'eau de mer. Cela engendre une vague calcique. Si l'eau de mer artificielle est sans Mg2+, il n'y a pas de vague calcique. Si addition locale de Mg2+, il y a une vague calcique depuis le point d'ajout. Chez les étoiles de mer Asterina pectinifera, le Na2+ de l'eau de mer est important lors de la méiose. De plus, il jouerait sur le pHI. À 90 minutes, premier globule polaire et à 120 minutes, deuxième globule polaire. L'importance des centrioles.
Ils sont souvent perdus pendant l'ovogénèse. Lors de la fécondation, c'est le mâle qui apporte un centriole à la femelle. La femelle apporte le matériel péricentriolaire qui entoure le centriole.